Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entourloupe dans l'Azimut au format DRS. Et oui, ça va faire plusieurs DRS d'affilée que vous vous dites, mais on va vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais tout d'abord, je salue Antoine. Bonjour Stéphane, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. On s'y remet après ton solocast sur salade grecque. Donc je reviens. On tenait juste à vous dire que voilà, nous, en raison de quelques péripéties dans nos vies respectives, qui incluent déménagement, changement de situation, etc. Voilà, nous Entourloupe connaît un petit creux dans la vague, mais nous sommes toujours là. N'ayez pas peur, tapis dans l'ombre. On vous prépare. On a quelques grands épisodes en préparation avec certains invités de qualité et on a vraiment hâte de vous faire découvrir ça. En attendant, voilà, on reste sur le format DRS, donc qu'on le rappelle, notre format court, avec voilà de temps en temps des petites idées saugrenues. Et aujourd'hui, en fait, dans nos discussions, dans tous les multiples sujets qu'on veut aborder, il y a forcément quelques sujets de temps en temps qui pourraient peut-être plus adaptés pour ce format-là. Et il arrive souvent que Antoine veut me faire à tout prix voir un film que j'ai pas vu et inversement. Et des fois, on s'est dit pourquoi pas tester un nouveau type de sous-format du DRS où chacun fait ses devoirs et chacun voit un film indiqué par l'autre et on en discute. Aujourd'hui, grand écart. Parce qu'on va vous... ouais, plutôt, ouais. Antoine m'a demandé de regarder Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Et j'ai demandé à Antoine de voir un film qui n'est pas si éloigné au final, hein, on en rigole, quoi. Qui s'appelle Doomsday, qui est réalisé par Neil Marshall. Voilà, deux réalisateurs aussi assez proches, hein, au final, quoi. Donc... voilà, enfin, imaginez la discussion. Bien évidemment que vous allez voir que pour Doomsday, c'était pas, oh mon Dieu, il faut que tu vois ce grand classique, c'est juste. On va y venir hein, parce que je défends pas quoi. Mais du coup, Antoine, en commençons, j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort. C'était une lacune que j'avais depuis un moment. Bien évidemment, je l'avais étudié dans mes études de cinéma parce que Jacques Demy, grande période de la comédie musicale. En France, voilà, il n'est pas présenté pour beaucoup sûrement de ces amateurs ou détracteurs qui nous écoutent. Mais oui, ça y est, j'ai enfin vu de bout en bout Les Demoiselles de Rochefort. Alors, moi j'aimerais bien dans un premier temps, peut-être ton ressenti global. Qu'en as-tu pensé ? Écoute, ça m'a pas déplu. Je ne suis pas, on va parler de ça tout de suite, je ne suis pas un grand amateur de comédie musicale, comme beaucoup de monde, j'ai l'impression que c'est un genre quand même qui est assez boudé, et surtout dernièrement. L'argument que j'entends tout le temps, on dit « Ah mais c'est débile, ils chantent alors que c'est pas réaliste, tout ça ». Ce que je trouve complètement con à entendre, parce que c'est les codes de la comédie musicale. Alors oui, ça fait toujours un peu sourire quand ils commencent à chanter, des fois au début dans chaque scène, mais une fois que c'est accepté, c'est bon. Rien n'est réaliste au cinéma. Tous les films d'action débiles qu'on défend, ils sont très certainement encore moins réalistes. Même les dialogues les plus simples, sachez qu'on ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, c'est un code à accepter tout de suite. Particulièrement sur celle-là de comédie musicale, parce que c'est vrai, je vais quand même faire un pas vers non pas vers les détracteurs, mais vers les gens qui pourraient ne pas apprécier, par exemple, Les Demoiselles de Rochefort. C'est un film, oui, c'est une comédie musicale, mais toutes les comédies musicales ne sont pas aussi abruptes, on va dire, dans leur traitement, justement, du genre de la comédie musicale. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est complètement voulu, je pense, de la part de Jacques Demy, de faire justement ce dont tu parlais, un film, une comédie musicale où les dialogues sonnent aussi faux, entre guillemets, très théâtral, très écrit. Il y a en fait, on sent qu'on est dans un film à tout moment et qu'on est en train de regarder un très beau, moi je trouve, très beau spectacle, en fait, tu vois. Tout le film tourne autour de cette thématique des forains, du spectacle, de la kermesse, de la danse, de la musique, etc. Et c'est une célébration de ça, je pense. Mais c'est sûr qu'il faut s'y préparer en un sens, parce que c'est pas un film facile à regarder quand on n'aime pas trop les comédies musicales. En revanche, si jamais vous acceptez le pacte qui est direct mis d'entrée de jeu dans le film, là c'est la régalade absolue, quoi. Mais donc du coup, toi qui, sans être féru de comédie musicale, n'a rien contre le genre,
ça t'a pas plus gêné que ça, t'as accepté le parti pris du film, quoi. Bien sûr, et je veux dire que même forcément, si j'avais du mal à rentrer au début et qu'il faut se faire à ce rythme-là, ça a pris tout son envol dans la dernière demi-heure, où toutes les problématiques, tous les enjeux, tous les personnages qu'on attend de voir se rencontrer parce que le destin les pousse à se rencontrer, et ça se fait ou ça se fait pas. Enfin, quand tout se relie à la fin dans la dernière demi-heure, ça devient vachement touchant. Alors qu'au début du film, j'étais ok, je regarde ça un peu à titre documentaire, si tu veux. C'est-à-dire, je n'apprécie pas spécialement, mais j'en reconnais les qualités, etc., quoi. Donc t'as été impliqué émotionnellement, on va dire, un peu plus vers la fin, quoi. Plus vers la fin, sans être non plus ému aux larmes, mais il y avait quelque chose que je trouvais... T'étais un peu plus dans le film. C'est ça, bien sûr, et il y avait quelque chose que je trouvais vachement presque cruel à la fin dans le dernier dénouement, qui ne l'est finalement pas, si tu vois ce que je veux dire, quand on parle du personnage de Maxence et de Delphine. C'est dans le film parce que tout simplement, déjà, il est très beau plastiquement. Il est, ça, c'est clair. Et en plus, j'ai vu une version qui a été restaurée il y a une dizaine d'années, je crois, sous le patronage de Agnès Varda. Ouais, tout à fait. Et cette version est vraiment très 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 belle. Et donc, je pouvais que saluer la beauté des chorégraphies, mais aussi des chorégraphies de la caméra, les mouvements la mise en scène pure, et surtout les décors. Le choix de la moindre couleur dans les décors et dans les costumes qui est vraiment très 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 belle. La ville de Rochefort devient un personnage, la phrase que j'aime pas trop dire, mais qui est vraie là, que Rochefort est purement un personnage. C'est un truc chez Jacques Demy de choisir des villes un peu méconnues qui n'ont pas vraiment eu leur place au cinéma, comme Cherbourg aussi, ou... Oui, tout à fait. Alors, méconnues, oui et non, mais en tout cas, c'est une vraie volonté d'inscrire les récits, je pense, dans des villes. En tout cas, de les caractériser, d'avoir des récits vraiment implantés dans une géographie spécifique. Il a fait comme ça de tête, donc il y a Cherbourg, évidemment, les Demoiselles de Rochefort, mais je pense à Lola. Lola qui est son premier long métrage, qui se passe à Nantes. Jacques Demy, si je dis pas de bêtises, était originaire de la ville de Nantes. La Baie des Anges, qui se passe à Nice. Tu vois, il y a toujours le souhait, très souvent le souhait d'inscrire un récit dans un lieu particulier, quoi. Voilà, je voudrais pas te dire de bêtises concernant le choix de Rochefort. Je crois que la ville était en ballottage avec d'autres. En faisant 2-3 recherches, j'ai vu qu'il y avait que Hier était sur le tapis et que ça devait être les Demoiselles d'Hier. Ça aurait très bien fonctionné, connaissant l'amour du monsieur pour les jeux de mots et tout ça, quoi. On peut le voir dans les Demoiselles de Rochefort, notamment avec Monsieur Simon Dame, avec Monsieur Dame. Mais je crois qu'il cherchait, la volonté c'était vraiment d'avoir cette place centrale, en fait, cette grande place où pouvaient s'installer les forains, en fait, parce que c'est le début du film, les camionneurs, l'arrivée des camionneurs, des forains, et voilà, choix a été fait d'aller à Rochefort après. Et ça, c'est aussi quelque chose que je recommanderais je pense que les fans du film, parce que Les Demoiselles de Rochefort, qu'on le veuille ou non, qu'on aime le film ou pas, c'est un film culte quand même désormais, et qui a son lot d'adorateurs et d'adoratrices vraiment. Enfin, quand on aime Les Demoiselles de Rochefort, on l'aime à vie, quoi, et l'aime énormément. C'est un film qu'on peut appeler un peu film doudou, Madeleine, tu vois, qu'on va regarder très très souvent, quoi, parce que c'est un film qui fait du bien. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est très beau, c'est de voir aussi les coulisses un peu du tournage. Il y a un film réalisé par Agnès Varda qui s'appelle Les Demoiselles ont eu 25 ans, je crois, ou Les Demoiselles ont 25 ans. Donc qui, comme son nom l'indique, 25 ans après, revient à Rochefort pour célébrer donc le 25e anniversaire du film, et où une grande partie des acteurs sont revenus à Rochefort, etc. Et tu te rends compte à quel point la merveille qui a pu représenter ce tournage, en fait, et le chamboulement au sein de la ville de Rochefort. Donc tu vois des petits enfants qui étaient figurants être aujourd'hui adultes et tout ça, et parler de leur expérience, et ça a été vraiment une bulle de joie et de bonne humeur pendant 2 ou 3 mois de tournage, si tu veux, en plein été, où la ville a été repeinte complètement, où tous les comédiens, tous les techniciens ont investi vraiment la ville, et ont mis de la joie dans la ville, tout ça, quoi. Enfin, tu vois, il y a eu une vraie émulation, quoi. Et c'est très touchant
d'entendre ça, quoi, tout simplement. De voir que c'est quasi méta, quoi, puisque le film parle un peu de ça aussi, l'arrivée de forains qui arrivent en ville, etc. Est-ce que ça va changer dans les destins de chacun? Et c'est un peu ce qui s'est passé possiblement à Rochefort, quoi, qu'il y a eu un tournage de cette ampleur-là dans cette petite ville, entre guillemets, et la joie et la bonne humeur qui a pu y régner pendant ce temps-là. Peut-être que j'en parle maintenant, mais cette joie et cette bonne humeur, si tu veux, je pense qu'elles sont intrinsèquement liées au projet, en fait, initial. Et que Jacques Demy l'assume complètement. C'était son postulat. Il disait du film de faire un film dont le sentiment serait heureux, faire en sorte qu'après la projection, les spectateurs soient un petit peu moins maussades que lorsqu'ils sont rentrés dans la salle. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que le pari est réussi, parce que pour moi, c'est littéralement ça, Les Demoiselles de Rochefort. Ouais, mais parce que j'ai cru comprendre que dans les premières versions du film, c'était hyper triste et tragique. C'est vrai qu'apparemment, même au début, Jacques Demy envisageait que le personnage de Maxence se fasse écraser par un camion à la fin des camionneurs, ce qui est juste horrible, et que justement c'est ce que ses proches disaient, qu'il derrière l'espèce de bonheur ou de jolis sentiments qu'il filmait, il y avait quelque chose d'assez triste et tragique derrière lui, quoi. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui fait, à mon sens, moi c'est l'argument généralement que je sors quand on me dit que Les Demoiselles de Rochefort est un film cucul-à-praline complet. Pour moi, c'est justement une sorte de... Le film est naïf, mais il est pour moi faux naïf, en fait. C'est-à-dire que c'est une naïveté de façade. C'est une bonne humeur de façade, entre guillemets. C'est un peu un film qui se force à être heureux et de bonne humeur. Et c'est en ça que je le trouve bouleversant, moi, si tu veux, et très, très, très beau. C'est que tu sens, comme tu dis, que la tragédie n'est pas loin, en fait. Tout au long du film, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a des petits détails. Les gens parlent de la guerre, notamment. On parle de la guerre d'Algérie. On parle de Maxence qui risque de... On parle d'un tueur en série. Un tueur en série, mais ça les fait beaucoup rire, quoi. Qu'ils font plein de jeux de mots sur le fait qu'une dame s'est fait découper en morceaux. Ça les amuse pas mal. Il y a une chanson incroyable, d'ailleurs. Tiens, on a découpé une femme en morceaux. Enfin, voilà, elle est ouf, cette chanson. Et on apprend qu'en plus, le tueur, c'est un de leurs amis, là, monsieur. Bien sûr, c'est Subtil Dutroux. Subtil Dutroux qui traîne dans le coin et qui, en fait, est un tueur en série absolument horrible et sanguinaire, quoi. Tout va bien. Mais c'est, voilà, pour dire que la tragédie, elle est là, en fait. Et elle est en filigrane du film. Et ça fait pas mal écho, même beaucoup écho à son précédent film, donc Les Parapluies de Cherbourg, qui pour le coup, lui, embrassait pleinement la tragédie, quoi. Les Parapluies de Cherbourg, c'est une tragédie musicale, c'est pas une comédie musicale, c'est vraiment c'est l'horreur de la guerre qui sépare les gens, et c'est la tragédie amoureuse, en fait, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment chez lui donc ce sens-là, et que Les Demoiselles de Rochefort en est imprégné, mais qui, si tu veux, il prend le contre-pied de ça en disant mais la vie est horrible, le quotidien est triste et morne, on en est conscient, le cinéma peut permettre de s'évader 2 heures, et fêtons ça, on fête ça, c'est une grande fête et on y va. Et si tu veux, dans cette démarche-là, on peut y trouver de la naïveté et un côté cucul-à-praline. Moi, ça me touche beaucoup, si tu veux. C'est vraiment, tu sens que le film en a conscience de ça par moment, quoi. Et puis évidemment tout le sentiment amoureux également, une espèce de tragédie amoureuse où ils cherchent tous l'amour et puis ils vont le trouver. Donc il y a des... Mais moi j'étais persuadé qu'ils allaient, que certains, comme c'est montré, qu'ils allaient vraiment passer à côté, quoi, et qu'il y avait ce truc terrible de dire oui, on passe à côté de l'amour tout le temps, quoi, mais c'est comme ça, quoi. Et donc toi, on est d'accord qu'à la toute fin, parce que là on peut y aller, il y a légèrement prescription sur je pense sur le spoil, et c'est pas bien grave en vrai, mais la question était de savoir si Delphine monte dans le bon camion ou pas, en fait, tu sais. Plutôt si Maxence monte dans le bon camion, tu veux dire. Parce c'est Maxence, est déjà dans le camion, et c'est lui qui monte en exactement. stop. Est-ce que Maxence monte en stop dans le bon camion ou pas? Oui, fin ouverte, en vrai, on sait pas. Oui. En tout cas, ils les vont à Paris et ils vont. Pendant les 15 dernières minutes, ça joue sur le fait qu'ils se loupent à chaque fois d'une seconde. Ouais, ça c'est. Mais c'est toujours bien fait, tu vois, bien timé, tout ça. Il y a un truc très jubilatoire. C'est vraiment à voir là ça, où, comme je t'ai dit, c'est.
pour ça que je suis passé du statut de pendant le film de juste voir le film pour ce qu'il est, quoi, à titre de culture presque, voilà. Et encore une fois, c'était pas à être dans le film, quoi. À être un peu plus dans le film vraiment à la fin. Même si je répète, c'est pas du tout mon genre de prédilection, quoi. Bien sûr. Mais voilà, enfin le truc. Il y a plein de trucs forcément amusants, quoi. Maxence qui se met à chanter au début et après il dit excusez-moi, je dois filer, je suis en retard. Et je dis bah oui, couillon, si tu t'es pas mis à chanter 15 minutes avant, tu serais à l'heure, quoi. Enfin bon, mais ça doit être fatigant de vivre dans ces villes, quoi, où dès qu'il y a des gens qui sont heureux, bah, ça bloque la circulation et tout de suite parce que parce que les gens feront une chorégraphie et tout de suite, quoi. Enfin, ça va être infernal, quoi. Et bon, après, il y a plein de trucs, moi, que je recommanderais pour les gens qui ne l'auraient pas vu, qui voudraient tenter, mais le casting, de toute façon, c'est un film complètement culte. Le casting est impressionnant. Le casting, il est impressionnant. Enfin, je veux dire, c'est aussi une époque où le cinéma français, Jacques Demy pouvait appeler, donc c'est Georges Chakiris, donc qui a joué dans West Side Story. Oui. Gene fucking Kelly qui a tourné dans les rues de Rochefort, quoi, et qui est un personnage central du truc. Enfin, je veux dire, c'est pas un caméo de merde pour une blague à 2 francs. Et c'est quoi. lui-même le mec qui parle et qui chante ses phrases en français. Non mais c'est une question. Ah ouais. Alors la chanson, je suis pas sûr. Alors ouais, non mais si, je suis quasiment sûr que oui. Mais parce qu'il parle, tu me poses une colle. Il parle très très bien un français qu'on a Ouais. parlé par un Américain, quoi. Je veux dire, non, mais il me semble que c'est lui, ouais. Il me semble qu'il y a 2 personnes qui parlent et qui chantent, tu vois, tout en étant comédien, quoi. C'est Gene Kelly et Daniel Darieux, qui fait donc la mère des jumelles, Madame Yvonne, si ma mémoire est bonne. Il me semble que Daniel Darieux était chanteuse professionnelle et qu'elle a chanté. Alors, oui, mais pour Gene Kelly, je vois que l'interprète de ces chansons est un certain Donald Burke. D'accord, donc voilà. Gene Kelly n'a pas chanté. Je pense bon, c'est pas grave, il danse et il danse trop bien, d'accord. Je pense à nos... Ah oui, non, mais je pense à nos auditeurs qui sont complètement cuits à ce film, quoi, qui disent mais bien sûr que c'est pas lui qui chante, on le sait très bien et tout. Bien sûr. Et ça, d'ailleurs, c'est un point, moi, qui m'avait pas mal... mis par terre, quoi. J'avais halluciné et tu m'en as parlé il y a très peu de temps là. T'as vu je trouve le casting vocal de doublage, du coup, parce qu'en effet quasi personne ne chante. Catherine Deneuve n'est pas elle qui chante, Françoise d'Orléac et tout. Beaucoup de films de cette époque, même les dialogues sont synchronisés. Bah, ils sont redoublés, oui, bien sûr, mais je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que leur voix est parfaitement castée, quoi. Ah oui, ça marche. Je trouve incroyable. Ça marche vraiment bien là-dessus. Il y a pas de problème, quoi. Et ouais, tellement de personnages. Je sais pas, Simon Dame, je trouve incroyable. Enfin, tu vois, Daniel Darieux, Michel Piccoli, Gene Kelly. Enfin, c'est du très très gros quand même. Hein. Et il y a aussi, alors ça c'est plus pour le côté, je veux dire, la vie de cinéma et la vie personnelle, etc. Mais tu vois le destin de Françoise d'Orléac. D'Orléac, oui. Et, non, mais forcément. J'avais oublié, et la coup, sœur était la sœur de Catherine Deneuve en plus, quoi. Donc, exactement. Elles étaient donc sœurs à la vie, quoi. Dans la vie, et du coup, vu qu'elle est décédée donc peu de temps après d'un accident de voiture, en se rendant à une première du film en Angleterre. Ah, d'accord. Avoir vu ça. Mais donc c'est un destin vraiment vraiment tragique, parce que Françoise d'Orléac était peut-être même plus, enfin je sais pas si on peut comparer, mais il y avait, en tout cas elle a commencé sa carrière avant, tu vois, enfin c'était une star, quoi, vraiment. Françoise d'Orléac, c'est pareil, hein, c'est des très gros films dans les années 60 et tout, quoi. L'Homme de Rio, Les Passages chez Truffaut, enfin c'est fou, quoi. Et donc du coup il y a vraiment ça s'ajoute en plus, si tu veux, au côté très mélancolique. De toute façon, je trouve que ce film, et on va parler de la musique peut-être un instant, tu vas me donner peut-être ton avis sur ce que tu en as pensé, parce que je sais que c'est quelque chose qui clive énormément. Pour parler crûment, il y a des fans de Michel Legrand et des gens qui détestent sa musique copieusement, même des fans de musique de film, hein, qui détestent Michel Legrand. Mais le film est teinté d'une mélancolie, je trouve, quand on sait permanente. Cette histoire, et en plus j'imagine à quel point ce film doit résonner pour Catherine Deneuve, quoi. Bien sûr. C'est vrai que ça rajoute tout de suite une dimension au film qui plane. Alors que un film se doit d'exister par lui-même, bien sûr, hein, mais bien sûr, mais c'est impossible d'en faire abstraction. Quand tu les vois chanter toutes les deux, il suffit de voir une archivina où tu les vois toutes les deux en train de se préparer, en train de danser et tout. Enfin, c'est forcément, hein, je veux dire, t'as
t'as les boules, quoi. Enfin, et en même temps, c'est super beau, quoi. Tu les vois, toutes les deux, elles avaient leur carrière, etc. Elles étaient ravies de se retrouver sur ce film-là, qui a été une bulle hors du temps, quoi. Et pour moi, les Demoiselles de Rochefort, c'est vraiment ça. C'est une bulle de cinoche de 2 heures hors du temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il a aussi bien vieilli, quoi. Tu le montres aujourd'hui, le truc, ça bouge pas, en fait. C'est vrai qu'il a très bien vieilli, et en plus, je trouve que si c'est un truc que tu veux montrer à une civilisation extraterrestre, dire voilà la France dans les années 60, tu montres ça, quoi. Alors c'est un peu sublimé, c'est complètement sublimé, fantasmé, mais en termes de costumes, de couleurs, même les petits choix dans les buvettes, etc., les décors, je sais pas si tu te souviens de l'arrière-plan dans la scène du dîner, c'est voilà, tu dis que c'est vraiment un témoignage les décors sont fous, témoignage de cette époque assez intéressant, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, parle-moi un peu du ressenti de la musique. Qu'en as-tu pensé? Là, encore une fois, c'est un truc que je suis pas ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas non plus encensé, quoi. Michel Legrand, je le respecte pour son générique d'ouverture de Jamais plus jamais, t'es sûr. Donc en soi, je vais pas ça t'a pas. C'est pas des morceaux que je vais réécouter à côté, clairement. Et même la première fois qu'on entend les sœurs jumelles, quoi, la chanson la plus connue du film, sûrement, j'ai une petite crispation parce que ce morceau a été tellement repris des centaines de fois, pas dans le meilleur des. Pas souvent pour le meilleur, quoi, que du coup, forcément, on lui attache cette image-là. Mais après, vraiment, honnêtement, pour moi, tout va bien dans le film et je n'ai aucun problème là-dessus. À vrai dire, ce sera peut-être mais c'est purement, je suis pas rentré, mais c'est purement personnel, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais tout ça pour, je voulais avoir ton ressenti parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut cliver beaucoup et qu'il y a comme je te disais, des anti-Michel Legrand, des gens qui ne supportent pas, et c'est épidermique sa musique, quoi. Ce que je peux comprendre. Après, bon, on peut aussi respecter, et j'imagine que c'est le cas de ces personnes-là, la carrière du monsieur, quoi. Et je te dis ça parce que moi, en fait, il y a eu quand même un déclic avec ce film. Je salue les 2 amis qui m'ont chaudement recommandé le film toute mon adolescence. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast, parce que c'était leur film d'enfance, si tu veux. Et moi, je n'avais jamais vu ce film avant mes 18-20 ans. Et il se trouve que je suis tombé dessus à la télévision. Je pense qu'il avait été... la version dont tu parles a été diffusée pour la première fois, je crois, sur Arte, qui doit coproduire cette remasterisation, tu vois. Et je l'ai chopé en plein milieu. Je me souviens très bien, à la scène de Kermesse, la scène de fête. Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là où tu as toute la place qui est investie par des centaines de figurants, quoi. Et j'ai chopé ça, et à cette époque-là, j'étais persuadé de détester les comédies musicales, tu vois. Et je tombe là-dessus, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi. Et j'ai été vraiment subjugué par le film, et en grande partie par la musique aussi, parce qu'il y a la chanson, du coup, des deux sœurs, mais qui n'est pas la chanson des jumelles, hein. C'est vraiment le show qu'elles font, tu sais, le spectacle qu'elles proposent, quoi, que j'aime énormément, cette chanson, quoi. Et du coup, moi, je suis quand même pas mal rentré dans le film par la musique, quoi. Et après, j'ai vu le film en entier, j'ai pris une grosse claque. Et la musique m'a accompagné et continue de m'accompagner, si tu veux, quoi. C'est vraiment des morceaux complètement iconiques et cultes. Dialogués, enfin, je veux dire, écrits par Jacques Demy, quand même. C'est-à-dire, les paroles sont écrites par Jacques Demy. Ça, on n'en a pas parlé, mais le monsieur scénarise, réalise et a écrit, coécrit, je pense, avec Michel Legrand, les paroles, quoi. Et je trouve ça fou. Elles sont pleines de malice parfois, les chansons. Il y a des trucs, il y a évidemment des chansons très tristes et très mélancoliques, quoi. Le thème de Maxence est magnifique. Et en même temps, t'en as d'autres très galvanisantes, très rigolotes et tout. C'est une BO complètement ouf, je trouve. Et la collaboration Jacques Demy, Michel Legrand, c'est quelque chose de... C'est notre Spielberg, John Williams, si tu veux, quoi. C'est une collaboration de toute une vie, quasiment tous les films. Et que ce soit les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort ou Podane,
notamment celle-là, c'est 3 BO en or massif, quoi. C'est incroyable. Podan qui te plairait beaucoup, je pense. D'accord, bon, une chose à la fois, hein, on va pas... on y va tranquille, ça sera pour un prochain. Je suis sorti de ma zone de confort une fois ce mois-ci, attention, bravo. Non, mais bravo. Quoi. Non, mais bien sûr, je rigole bien entendu, mais pas risquer le claquage. Mais encore une fois, je pense que tu seras ravi du coup parce que toi, t'arrêtais pas de me dire pendant des semaines avant, oh là là, mais tu vas le voir, tu vas soupirer, tu vas râler, tout ça, mais tu me prends vraiment pour une brute en fait. Est-ce que c'est parce que c'est pour le film d'après là c'est ça, c'est-à-dire que vu le film que tu m'as recommandé de voir, je me suis dit oula là. C'est-à-dire que là, pour commencer, on a commencé sur un grand écart facial que même Jean-Claude Van Damme peut-être ne pourrait pas effectuer quand même. Parce que là, c'est du très lourd. Est-ce que d'ailleurs on tendrait pas l'autre jambe pour aller justement de l'autre côté mais c'est parti. Du Rubicon. Je vais te demander ce que t'en as pensé, quoi. Mais à savoir que on va arrêter de tourner autour du pot. Doomsday n'est pas du tout un grand film, c'est même un film d'une débilité crasse et complètement idiot, qu'on se le dise tout de suite. Mais c'était cool du coup d'avoir ces deux films, c'est-à-dire que d'un côté, certes c'est des films qui n'ont rien à voir déjà dans leur forme, dans leur époque, dans leur genre et tout. Dans tout, ça n'a rien à voir. C'est deux films tellement éloignés, mais en plus il y en a un d'un côté qui a quand même le statut d'un film culte, qui vit encore aujourd'hui des dizaines d'années après, et l'autre, et un autre, qui, et c'est pas lui faire offense je pense, est dans les limbes dans les limbes des ruines des vidéoclubs et des DTV. Absolument, quoi. Mais alors moi, on va en parler tout de suite après, mais je tenais moi à parler de son réalisateur Neil Marshall, pour lequel j'ai une fascination, et en fait je me pose vraiment la question, j'ai l'impression d'être vraiment la seule personne sur Terre, parce que je n'ai vraiment parlé je me souviens pas avoir ce genre de discussion avec quelqu'un d'autre, mais je suis la seule personne à avoir de la sympathie pour ce réalisateur et ses films. Juste pour l'introduire, je l'introduis un petit peu, puis on te demande ton avis. Grosso modo, Neil Marshall, donc réalisateur anglais. Donc là, on oublie les petites flûtes à champagne des demoiselles de Rochefort. Là, on est plus ambiance pub avec la pinte de bière, quoi, devant un match de Première Ligue. Il a commencé, c'est un monteur de métier, et il a commencé, Putain, pardon. Et il a commencé sa carrière, son premier long métrage avec un film qui s'appelle Dog Soldiers, que je te recommande, Antoine, qui est vraiment d'une débilité crasse, mais qui est vraiment chouette à regarder, parce que ça a vraiment l'énergie débile et crade d'un premier film, quoi, un premier film d'horreur. Donc c'est une histoire de huis clos d'une unité de soldats britanniques pris au piège dans une maison dans la forêt et assaillis par qui vont tenir le siège face à une meute de loups-garous. Donc voilà, film complètement con que je trouve vraiment sympa à regarder, qui a cet acteur que j'aime beaucoup, Kevin McKidd, qui s'est fait connaître dans les séries Grey's Anatomy et Rome, gros dossier, hein, n'est-ce pas Antoine? En effet. Et voilà, quoi, il y a un film où tu as la punchline d'un soldat qui s'apprête à se faire bouffer par un loup-garou et qui lui dit avant de se faire manger, j'espère que je vais te refiler la chiasse. Je veux dire, voilà, je suis désolé, mais il fallait y penser, quoi. Il a fait ce film qui je crois, qui a un statut de film culte au Royaume-Uni, et qui a plutôt bien marché, quoi, qui a un espèce de petit succès, qui lui est resté propre. Et Neil Marshall a fait après son film qui est à ce jour le plus salué par la critique et le plus apprécié, qui est The Descent, qui est un film d'horreur qui là ne suit plus du tout un groupe de mecs, mais là un groupe de meufs qui vont faire de la spéléo. Déjà ça commence très, très mal, rien que par principe, et qui vont, en explorant une grotte, se retrouver face à des créatures cannibales, aveugles, qui vont les assaillir. C'est hyper gore, mais c'est un film qui est vraiment très sympa, parce que c'est un film d'horreur assez classique, qui fait pas vraiment peur, mais il est juste très bête, gore et jouissif. Et il va jouer sur des petits trucs sympas d'écriture, à savoir que le personnage principal a vécu des traumatismes avant, et va en gros surmonter ces traumatismes en étant confronté à cette menace-là, quoi. Tu vois, c'est un espèce d'archétype d'écriture qui est très simple, mais qui, je trouve, marche bien pour ce film, quoi. Donc vraiment, je te recommande The Descent, qui est un bon film de Neil Marshall, quoi. Et voilà, et fort de ce petit statut-là, Neil Marshall fait ensuite Doomsday,
Eh ben c'est bon, c'est le début de la fin de quelque chose, quoi. Doomsday, donc là il sort un peu de l'espèce de, il a un truc avec la survie, ce bonhomme. Il sort un peu des espaces fermés et il tente un film post-apo dans un monde au Royaume-Uni où en gros l'Écosse a été ravagée par un virus et on a contenu ce virus en construisant un nouveau mur d'Adrien en fait, tout autour de l'Écosse. Et bien sûr, 20 ans après, c'est devenu une zone sans foi ni loi et on envoie une unité conduite par Rona Mitra qu'on salue chaleureusement, qu'on embrasse. Pour aller trouver un remède au virus, enfin bref, parce que le virus commence à réapparaître à Londres 20 ans après, un truc comme ça. Exactement. Antoine, t'as vu ce film, un petit avis sur ce film? J'ai trouvé ça horrible, mais vraiment, non mais vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu un tel dans cette typologie de film, parce que des mauvais films on en voit, enfin des films qu'on trouve mauvais, pardon. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où je soupirais à chaque, pour le coup, pas à chaque scène, mais enfin, je trouve ça d'une bêtise, quoi. Mais et puis mal fait, quoi. Enfin, tu disais, c'est pour ça que j'ai ri quand tu dis qu'il a une formation de monteur. Bon, moi le montage c'est une discipline que je maîtrise très mal, mais que comme beaucoup de spectateurs, je pense, je peux pas dire que ce que j'aurais fait à leur place, ça c'est impossible. Qu'on aurait fait mieux, patati patata, loin de là. Cependant, le montage de ce film, bordel, quoi. Enfin, moi, t'es là, il y a des moments, tu regardes les scènes d'action, tu fais, mais c'est pas possible. Je sais pas comment c'est monté. Je pense pas que ça soit son principal problème, mais... non, j'ai pas dit que c'est le principal, j'ai dit que c'était horrible, mais... Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, je sais pas comment te dire. Je pense qu'il y a un truc, pour moi, il y a le premier défaut, tu l'as dit, c'est le pitch est d'une connerie, enfin même pas le pitch, pourquoi pas, mais ça engendre, il y a tellement d'incohérences derrière dans le scénario que tu te dis pourquoi. Moi, il n'y a pas de souci de faire un film aussi incohérent, il n'y a aucun problème, mais assume ta bêtise, assume un certain second degré et fais-nous kiffer avec un univers un peu sympa et tout ça. Là, oh putain, en fait le film aussi en permanence entre du complètement débile, assumé, avec notamment des cannibales à la Mad Max, complètement cons et tout ça, un délire médiéval qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une partie des survivants en Écosse qui donc vivent comme au Moyen-Âge, mais tu peux te dire, bon, bah, on est en 2050, je peux comprendre qu'on revienne, tu vois, à la forge et à tout ça, mais pas comme au Moyen-Âge. Là, ils sont littéralement dans des décors du Puy du Fou, quoi. C'est complètement débile. Les visiteurs, ça fait 20 ans juste qu'ils sont derrière des murs, tout ça. Alors 20 ans, c'est beaucoup, mais non, ils sont revenus littéralement au Moyen-Âge. Pas juste... Ah bah, ils réécrivent en gothique. Il y a des troubadours. C'est génial. C'est débile. C'est débile. Mais donc, du coup, moi, je veux bien ça. Il n'y a pas de souci de faire ça. Mais assume une certaine jouissance du truc. Lui, il te filme ça premier degré. Je sais pas ce que t'en penses, mais tout est premier degré en fait. Genre pour lui, c'est hyper sérieux ce qu'il est en train de raconter, quoi. Mais ouais, c'est le propre du nanar en fait, quoi, de te raconter un truc ultra con avec un premier degré et un sérieux à toute épreuve, et en plus de mal le faire, parce que quand même c'est chipouille. Les acteurs, le personnage du méchant là, du fils du méchant, enfin le punk, le leader des punks cannibales. Mec, c'est l'enfer. Hein, j'espère déjà que les gens qui connaissent pas ce film, rien qu'en entendant ce qu'on a dit, où il y a quand même des chevaliers troubadours, des punks cannibales tout ça, j'espère déjà que ça leur a aiguisé leur intérêt. Non, mais bien sûr, ce film. Mec, les punks qui sont, enfin je sais pas comment on pourrait dire, mais ce groupe-là, enfin, il y a tellement d'incohérences, mais qui me font mourir de rire. Pour info, dans le film, au début, on envoie Rona Mitra en Écosse parce que parce que voilà, il faut dire pourquoi. Le virus revient en Angleterre, mais ils se disent, on a aperçu, il y a quelques années, et on ne l'a pas dit, des traces possibles de vie en Écosse. C'est-à-dire, on a peut-être vu des mouvements au drone. Peut-être vu des mouvements. La meuf, elle déboule à Édimbourg.
Il y a des milliers de mecs. Et moi, ça me fait mourir de rire. Non, mais surtout, Je vais attends, mais t'as la technologie d'un pays moderne. Et puis sans parler des mecs qui vivent plus au nord, qui vivent dans un château fort, mec. Ils vivent dans un château fort, ils font des fêtes et tout. Il n'y a pas un drone, il n'y a pas un satellite qui les a cramés. Je crois qu'on l'a vu, mais personne... ils maintenaient caché à la fin, tu vois. Non, mais stop. C'est les décideurs qui cachent tout. Ça me fait hurler de rire, mec. Bien sûr, c'est complètement con. Non, mais ce film est un véritable nanar. Et moi, je me souviens l'avoir vu un soir d'errement dans la courte période de transition entre les vidéoclubs et les phases modernes de piratage, ou même avant qu'arrivent les plateformes de streaming. Figure-toi, je crois que j'en avais loué le DVD à l'ancienne. Dans un, mais c'est sorti en salle. Il est sorti en salle chez nous. C'est extraordinaire. J'ai failli aller le voir pendant une fête du cinéma dans mon multiplex de quartier. Je suis quasi sûr qu'il est sorti en salle et... Mais putain, mais ce film, quoi. Et ça dure 2h10 quasiment. C'est des malades de faire ça. Et je sais pas, moi, ce film que je trouve complètement débile, et ben en fait, je sais pas, il me coche des cases. Tu sais, ce film, je sais que c'est débile, mais je m'amuse, quoi. Et voilà, enfin, peut-être parce qu'il y a Rona Mitra qui réveille l'adolescent, le tapis au plus profond de nous. Elle est un personnage complètement débile. Ils ont voulu la faire, en plus, il a voulu la faire borgne. Pour faire un gros hommage à Snake Plissken. D'accord. Elle est borgne, mais elle a un œil bionique, donc elle est pas borgne. C'est ça, Spoiler, elle est pas borgne. Au début, quand on voit qu'elle enlève son œil pour faire des ils n'en font rien, ils n'en font rien de l'œil. Enfin, ils en font 2 trucs pétés. Mais voilà, d'autant plus qu'elle est borgne parce que il y a une scène pourrie parce que bien sûr, pour que le film soit bien naze, on nous montre au début qu'il y a une gamine qui échappe de peu au dernier moment à l'emmurement de l'Écosse, en gros, quoi. Et bien évidemment, c'est elle, 20 ans après, qui essaye de revenir vers ses racines en acceptant cette mission, quoi. Et elle est devenue borgne à cause d'un tir de fusil d'assaut automatique d'un militaire, un truc normalement donc elle s'est pris une balle dans la tête, mais ça va, elle est juste borgne, alors que normalement elle devrait juste plus avoir de tête. Et mais bref, c'est des trucs. Je savais que ce film était complètement con, mais il m'a fait rire. Et alors puis quand on atteint le stade avec le château fort et le chevalier, mais moi, en fait, à ce moment-là, je me suis dit putain, ça commence, parce que c'est à peu près à 1h de film, à 1h10. Je me suis dit putain, là ça y est, ça part. Et donc je l'ai pas vu venir, en fait, le truc. Et donc quand ça arrive, je me suis dit voilà pourquoi Stéphane il kiffe, et donc ça va être cool. Sauf que la scène avec le château fort, mec, c'est 10 minutes montre en main. Ça dure que dalle, mec. Mais c'est avec Malcolm McDowell en plus, qui est quelle humiliation. Un des plus grands films de l'histoire du cinéma avec Kubrick, et puis après il revient et il fait des trucs comme ça, bref. Et non, mais c'est... Donc en fait, c'est pas du tout... En fait, je m'attendais à ce que le film, si tu veux, ce twist, on va dire, du côté médiéval et tout ça, bah du coup, que ça soit ça un peu. Ça aurait dû, pour moi, arriver plus tôt, et que ça fasse partie intégrante du truc. Et là, ouais, peut-être, pourquoi pas, j'aurais peut-être adhéré au truc. Non, ça dure 10 minutes, ils en font rien. Ils se barrent, enfin c'est nul, putain, c'est vraiment, mais ils se barrent dans une Bentley Continental là, qui est là depuis 20 ans, dont le plein est fait, nickel, il y a pas de problème. Et mec, le scène de pute à la fin est tournée, si je dis pas de bêtises, en Afrique du Sud. Donc c'est une espèce de... Ils ont voulu refaire des paysages d'Écosse en Afrique du Sud, parce que je trouve pas ça si déconnant, à part que quand même il y a un aspect quand même beaucoup plus aride, quoi. Mais alors, cette scène, elle est complètement con, mais il y a le coup du... il y a une décapitation qui est, je trouve, assez créative. Ça t'a pas fait sourire, ça? Si, tu veux dire quand il se prend le toit du bus sur la... Et à ce moment-là du film, je me dis, non, mais c'est cool, le réalisateur a 4 ans, il s'amuse, et c'est ça qui me fait rire, quoi. Bah, et puis ce qu'on peut dire, c'est quand même que sans ce film-là, il n'y aurait pas eu Mad Max Fury Road. Il a vraiment influencé George Miller. En fait, ça c'est. Il y a eu le Mécano de la Générale, Doomsday, puis Mad Max Fury Road, quoi. Voilà, quoi. Non, mais encore une fois, tu m'as dit, tu me disais avant l'épisode.
j'espère que tu vas bien défendre le film, mais non, je ne vais pas le défendre. Je suis conscient que c'est une merde. Pourquoi tu m'as demandé de regarder ce film? Parce que toi, tu prends du plaisir à regarder ce film. Je prends un plaisir débile à regarder ce film, quoi. Alors, je le regarderai pas tous les jours, quoi, mais non, mais je comprends. Voilà, on parle de nos films honteux. Si vous voulez, vous qui nous écoutez, parlez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez, et dites-nous vos films honteux. On a tous des films comme ça qu'on sait pertinemment que c'est nul. Et alors toi, Antoine, je sais que tu es champion pour ça. Et Doomsday en est un. Et en fait, il y a un truc qui... Mais je t'ai coupé, pardon. C'est juste que je préfère préciser que c'est pas la thématique de cet épisode. C'est-à-dire que moi, Les Demoiselles de Rochefort, pour moi, c'est pas honteux du tout de l'aimer. Tu vois, extrêmement reconnu, qui a sa grande passe d'admirateur et d'admiratrice. Et quand bien même, je préfère dire que moi, tu vois, c'est pas la thématique de cet épisode-là, quoi. On en fera peut-être un jour des films qu'on a honte d'aimer, mais je pense qu'on n'a pas vraiment honte d'aimer nos films. En fait, on sait juste que bah voilà, ils ont des failles pour certains films, quoi, et ça ne nous empêche pas de les apprécier. Moi, comme je t'ai dit, il y a un truc avec Neil Marshall, j'ai l'impression d'avoir, c'est de fil en aiguille au fil des années où je vois quelques films débiles, je dis mais c'est le même gars, et en fait j'ai l'impression d'être là, comme je t'ai dit, je suis la seule personne à le défendre. Il a fait un film après qui s'appelle Ceinturion, et c'est marrant parce que c'est encore un délire sur en fait, ça se passe pendant la Rome antique, pendant l'occupation de la Bretagne. Et en gros, c'est une mission qui tourne mal de survie d'un groupe de légionnaires romains qui vont se faire attaquer par des Pictes. Et c'est aussi derrière le mur d'Adrien. Donc tu sens qu'il y a une espèce de thématique récurrente. Fascination. Déjà, alors, je trouve que pour le coup, l'idée dans Doomsday de recréer le mur d'Adrien aujourd'hui, que l'Écosse revienne à la barbarie, ça, je trouve ça plutôt rigolo, plutôt intéressant. Puis quand même, juste au passage... En voyant ça, on se dit mais quel visionnaire. Il a vu le Covid, il a vu le Brexit, en quelque sorte. Je pense qu'il y a quelque chose que dans 10, 20, 30 ans, il y aura des rétrospectives sur lui dans les différentes cinémathèques. Je le souhaite. Je vais voir Doomsday en salle franjue, quoi. Voilà, et Centurion, gros casting, hein. Michael Fassbender, Olga Kurylenko, Barjo, Dominic West, c'est génial. Bon, après c'est un peu plus compliqué pour lui. De toute façon, il s'est beaucoup plus tourné comme un technicien, un faiseur. Il réalise beaucoup d'épisodes de séries, notamment de Game of Thrones. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, qu'un des épisodes dans les dernières saisons qui se déroule entièrement sur le mur, avec une grosse bataille sur le mur, c'est lui qui a réalisé, okay. Quoi. Enfin, encore un mur, il y a un truc avec ça, quoi. Mais est-ce qu'au final, en montrant ces murs, il cherche pas à construire des ponts plutôt, tu vois. Et je sais, voilà, il a bossé pour Westworld aussi. Il y a aussi une fascination pour le morbide, hein, chez ce monsieur-là, quand même. Il y a des plans là, si vous n'aimez pas le sang, les tripes, les pustules. Le vomi, ne regardez pas ce film. Il y a littéralement un plan que j'ai failli t'envoyer, j'ai éclaté de rire, où tu vois un mec, tu vois que la contamination du virus, le virus se propage dans Londres, et il y a un plan d'un mec qui est par terre dans la rue, dans une scène de panique. T'as un plan plutôt assez long, quoi, peut-être de 2 secondes, où le mec vomit un truc jaune fluo. Mais tu te dis, alors pour moi, il y a son style, The Descent est assez dégueulasse, pour le coup. Mais je trouve que tous les autres, c'est un peu du crade propre, si tu veux. C'est-à-dire que c'est gore, mais ça reste assez... je trouve, dans la manière de faire, c'est trop propre, même presque. Oh. C'est un style très... Ah bah oui, en fait, tu sens le truc. Voilà, c'est ça. Tu sens même des fois, c'est des CG pour les gerbes de sang, etc. Tu sais, au début, je crois qu'il roule sur des bras et tu vois des plans de bras écrasés par terre et tout. Enfin, mais pourquoi tu regardes Dog Soldiers un jour, là, les loups-garous sont purement en pratique, quoi. C'est des déguisements, c'est des gars déguisés. Et c'est littéralement des loups sur 2 pattes, hein, vraiment. Et ça passe, et c'est filmé de manière très vite, très proche, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un côté qui marche là-dedans, quoi, qui est plutôt cool, quoi. Vraiment, je te recommande, on en reparle après, de regarder au moins Dog Soldiers et The Descent, qui sont vraiment... c'est 2 bons films, quoi, et voilà. Pas Hellboy, non. Hellboy, c'est très très compliqué pour moi de vivre ça, parce que c'est son dernier film au cinéma en date, parce qu'il y en a eu un autre, The Lair, là, en VOD, qui est encore une histoire d'une femme pilote bloquée dans un bunker en Afghanistan dans lequel il y a des créatures. Vraiment, tu sens qu'il y a une espèce de générateur d'idées d'histoire de film de Neil Marshall, quoi.
Mais Hellboy, alors voilà, là, quand ça a été annoncé, j'étais à fond parce que tu connais, j'adore le personnage d'Hellboy, que ce soit les films de Del Toro ou surtout même les comics de Mike Mignola. Vraiment, c'est un de mes personnages fictifs préférés de ma vie. Et alors, quand il y avait un film avec Neil Marshall de Neil Marshall, une nouvelle adaptation de Hellboy, mais j'étais à fond, et je pense qu'au fin de moi, j'étais aussi un peu inquiet, quoi, à Reboot, mais surtout parce que les bandes annonces montraient beaucoup de passages des comics, et même peut-être trop, en fait, et c'était là où j'aurais dû m'inquiéter. Non, le film est vraiment pas bon du tout. Je suis allé le voir en salle, même s'il y avait des choses que j'étais trop content de revoir des comics, mais je trouve que David Harbour en Hellboy est plutôt cool, convaincant. Mais tu l'as vu ou pas? Non, bon, écoute, c'est pas, non. C'est pas nécessaire non plus, quoi. C'est pas celui que je te recommande. Doomsday est un film nul, mais nécessaire. Mais Hellboy, non, c'est vraiment très compliqué. Puis tu sens. Alors, je sais que lui le désavoue. Il dit que dès le début, le script était à chier, que la prod l'embêtait beaucoup, etc. Qu'on lui disait oui, tu vas faire ta version d'Hellboy en mode horreur et tout ça, mais pas du tout. Apparemment, le tournage a été très compliqué, les scènes réécrites tout le temps, donc je sais pas si c'est une excuse pour défendre le film ou défendre Neil Marshall, mais en tout cas, voilà, le film s'est pas fait dans des bonnes conditions, et puis à la fin, il y a une espèce de tentative de le marveliser, quoi, avec une scène post-crédit qui annonce un personnage connu de Hellboy, mais Hellboy c'est pas non plus quelque chose qui est connu du très grand public, à part les films de Del Toro. Donc quel truc débile d'annoncer des personnages, je trouve ça, alors qu'on les connaît pas. Bref, c'est vraiment un film nul, et j'étais très triste parce que comme je t'ai dit, c'est un personnage que j'adore, qui est très proche d'un autre personnage que j'aime beaucoup, qui est Geralt de Riv, quoi, donc le héros de The Witcher. Et donc, c'est deux personnages qui se sont fait massacrer récemment, quoi, aussi bien dans ce film-là que dans la série Netflix pour Geralt. Et c'est un peu compliqué pour moi à vivre là-dessus, quoi. Mais voilà. Mais j'y reviendrai un jour, mais c'est deux personnages qui ont vraiment plein de liens entre eux. Et comme on dit jamais 203, il y a un truc qui me fait très peur, c'est que Neil Marshall, il est britannique. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas? Alors, mais je l'avais suggéré. Je l'avais suggéré. Non, mais mec. Non, mais si une chose pareille arrive, là, c'est l'apocalypse. Déjà. Donc, pour info, évidemment, nous pensons à James Bond, puisque la saga James Bond a pour grande habitude de solliciter des réalisateurs de la perfide Albion. Il y a eu quelques petites exceptions récemment. Ce qui nous fait plutôt espérer autre chose, mais j'espère que le nom ne sortira jamais, parce que putain, là, lui, tu lui donnes James Bond, mec. Mais est-ce que ce serait pas le moment pour lui, justement, tu vois, de trouver la rédemption, quoi? Non, mais stop. Non. Moment pour lui de trouver la réponse à ses problèmes, comme Eden Sinclair. Rappelons, on n'a pas oublié de dire ça. Rona Mitra, l'actrice principale de Doomsday, son personnage s'appelle Eden Sinclair. Alors les anglophones, ils kiffent peut-être. En France, ça nous fait clairement penser à un nom d'actrice porno, quoi. Mais c'est débile. C'est extraordinaire, quoi. C'est tellement nul. Mais j'y passe. Mais écoute, si tu prends du plaisir à le regarder, il n'y a pas de souci. Parce que moi, les films nuls, je peux adorer ça. Il n'y a aucun problème. J'ai regardé des Bouts innommables et les films de Steven Seagal, certains films de Jet Li, très mauvais, mais que j'adorais enfant. Là, il n'y a aucun problème. J'avais pris beaucoup de plaisir à regarder Shoot 'Em Up. Je vois ce film avec Clive Owen et Monica Bellucci, qui est très mauvais film, mais qui m'avait bien plu. Donc aucun souci, mais là j'ai du mal, c'est pour ça que ça fait du bien d'en parler. Je vois pas où tu prends du plaisir dans un film comme ça. Sont peut-être déjà aussi un peu plus vieux et vraiment débiles dès le départ, alors que Doomsday aspire à être un peu premier degré et bien. Alors peut-être qu'il y a des films de Steven Seagal qui sont très premier degré, quoi. Moi écoute, je sais pas, peut-être parce que tu vois, en fait aussi il faut pas oublier que n'importe quel film ou œuvre qu'on voit, qu'on lit, qu'on joue, etc., on est conditionné par la personne qu'on est à ce moment dans notre vie. Et notre premier visionnage et nos souvenirs liés à ce film vont forcément jouer, quoi. Donc voilà, quoi. Je suis sûr que si jamais il y a des aventuriers qui, suite à cet épisode, vont tenter de regarder Doomsday, qui vont arrêter au bout de 5 minutes, et je leur en voudrais pas. Est-ce qu'on conclurait pas justement comme on aime le faire, parce que le cinéma, vous le savez,
C'est avant tout une je grande pense que famille, là, n'est-ce pas, Stéphane? c'est le moment, en fait. Et est-ce qu'on ferait pas un back Ridley Scott, Jacques Demy, C'est Neil parti. Marshall? Est-ce que tu l'as fait ou J'avais pas? commencé à avoir une bonne piste, mais je me suis vite arrêté pour qu'on puisse le faire ensemble. Je viens d'y penser. C'est vraiment, je ne l'ai pas préparé. Et en fait, mec, je l'ai en 1. Je l'ai en 1, mec. Moi, je partais de... Mais je passe par une série télé. Parce que je partais de Rona Mitra, qui a joué pour Paul Verhoeven dans Hollow Man. Et Paul Verhoeven avait joué a tourné avec Isabelle Huppert. Et donc, je me suis dit qu'à partir de Huppert, on peut peut-être relier Deneuve et Demy. Comme ça, je vois pas. Mais toi, tu l'as par une série télé, tu dis? Ouais, alors, attends, on va conclure ton itinéraire. Isabelle Huppert, elle joue avec Catherine Deneuve chez François Ozon. Catherine Deneuve, Jacques Demy. C'est réglé. Allez, hop. Dans 8 femmes. Oui, bah oui. Non, mais c'est vrai que ça va très vite, en fait. Il est rigolo, celui-là, mais c'est vrai que ça va très vite parce qu'en fait, il y a des liens avec la France et tout. De fou, quoi. Mais moi, je passe par Nip Tuck. Parce que Rona Mitra joue dans Nip Tuck et Catherine Deneuve a une apparition dans la saison 4 de Nip Tuck. Elle joue dans un épisode. Catherine Deneuve et Rona Mitra ont côtoyé la même série. Neil Marshall et Jacques Demy sont reliés à tout jamais par les liens deux grandes dames de l'histoire du cinéma, quoi. Tu as vu la dernière affiche qui a été dévoilée pour le Festival de Cannes? C'est Rona Mitra? Non. Si seulement non, c'est Deneuve, tu l'as pas vu. Alors je suis pas du genre à m'extasier sur les affiches de Cannes, etc. Mais je dois dire que c'est une très belle photo. C'est vrai. Photo qui a une belle histoire, qu'apparemment ça a été pris entre 2 sessions photos par un photographe, je ne sais plus le nom. Et c'est une photo simple où entre un moment volé où Catherine Deneuve se rattache les cheveux au bord de mer. Les cheveux, elle est très belle, c'est vrai. Et c'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un très très beau choix de photo. C'est vraiment une très belle photo. Je pense que... On a fait le tour du sujet. Je pense qu'on a fait Hubert, on a fait le tour du sujet. Voilà, donc Jacques Demy avec Les Demoiselles de Rochefort et Neil Marshall avec Doomsday, mais alors... À la limite, voilà, non. S'il faut s'ouvrir à Neil Marshall, regardez plutôt The Descent et éventuellement Dog Soldiers pour un plaisir bien débile aussi. Doomsday, faut vraiment, voilà, s'il n'y a pas une bière ou une pizza dans la même pièce où vous le regardez, c'est pas la peine, quoi. Mais tu sais que je crois que ça a joué, hein, parce que moi je l'ai regardé tout seul sur mon ordi de manière un peu sérieuse. Non, faut oublier ça. Faut le regarder avec des potes, avec de la famille, avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Des binous ou votre boisson préférée, c'est pas forcément alcoolisé. La gueule de Neil Marshall pour comprendre que c'est un film de pub, quoi. Voilà, ce sont des films de pub. C'est vrai, c'est un film de pub. C'est ça, quoi. Mais je crois qu'il avait dit lui-même pour Dog Soldiers, soit qu'il s'attendait pas à son petit succès, quoi. Et il dit mais pour moi c'est un film à regarder tranquillement après une soirée au pub, quoi. Voilà, quoi. Et maintenant. Incroyable. Voilà, écoute, moi je lui souhaite quand même une bonne fin de carrière à ce monsieur, quoi. On l'embrasse. Et Jacques Demy, foncez Les Demoiselles de Rochefort ou d'autres. C'est une carrière extraordinaire et c'est un personnage, une personnalité, un réalisateur auquel on ne pense pas quand on parle de la nouvelle vague. On parle tout le temps de Truffaut et Godard. Et je pense qu'il devrait être... Alors il a été là très largement, c'est même pas réhabilité, mais il est adulé, mais peut-être pas assez, un peu trop en retrait par rapport à ces deux monstres sacrés du cinéma français. Et du coup, moi, ça me fait un petit peu de peine et je pense que c'est quelqu'un de très important dans le paysage du cinéma français des années 60-70, Jacques Demy. Donc foncez, vous allez vous régaler. Très Stéphane. Bien. Antoine, merci. Merci beaucoup, c'était très drôle et ça m'a beaucoup plu de faire un pas vers toi, mon cher collègue. Écoute, pareillement, quoi. Tu noteras que moi j'ai fait l'effort d'aimer le film que tu m'as proposé et pas toi. Voilà. Ça a le temps de changer, Voilà, à bientôt pour des épisodes des vrais épisodes d'Entourloupe dans la minute et éventuellement pour d'autres petites pépites sous le format DRS, on le rappelle, la discussion rapide et succincte. On vous embrasse tous, merci beaucoup. On vous le rappelle, ce manque d'épisodes canoniques n'est qu'un petit creux dans la nouvelle vague d'Entourloupe. Merci encore d'être fidèle au rendez-vous et de nous suivre et de nous faire vos petits retours. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Gros bisous.